Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Depuis un demi-siècle, vous êtes l'homme de l'ombre qui a permis à bien des chanteurs et des humoristes de se faire une place au soleil. Vous avez été typographe avant d'imprimer votre propre marque. Bonjour Gilbert Coulier. Bonjour Jacques. Alors 50 ans de carrière de production, on connaît votre nom puisque dès qu'on voit un spectacle, il y a écrit Gilbert Coulier Productions. Mais vous êtes un homme de l'ombre, vous n'avez pas beaucoup parlé. Non, je suis plutôt discret. Voilà. Je laisse la place aux artistes. Aujourd'hui, c'est vous qui allez parler, puisqu'on va évoquer votre parcours à travers des dates clés à l'occasion de ces 50 ans de carrière. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 28 mars 1975. Ça vous dit quelque chose? Oui, effectivement, le 28 mars 1975, c'est le premier spectacle que j'ai organisé. Oui. Et j'ai fêté les 50 ans le 28 mars 2025 à Rouen, où ça a commencé. Voilà. Et ça a commencé avec ce chanteur qui, cette année-là, interprétait ce titre. La terre brûle sous mes pieds et je ne sais pas m'arrêter. Oh oui, je vais où mes chansons m'entraînent. Une chanson de Johnny enregistrée à Memphis, et c'est la première fois qu'on sortait cette année-là un coffret reprenant 10 albums de Johnny, ce qui s'est fait depuis. Et c'est vrai que ce spectacle, je crois que c'était à Rouen, au parc d'exposition, il avait eu des moments difficiles, Johnny. Il se remettait à peine du Johnny Circus qui lui avait coûté une fortune. Oui, c'était l'après Johnny Circus et même il annonçait vouloir se retirer, partir aux États-Unis. C'était presque une tournée d'adieu. Et on avait pensé à lui parce que en fait, à l'origine, moi, comme vous l'avez rappelé, moi j'étais imprimeur typographe et quand on s'est lancé dans cette aventure, on était trois. Il y avait Annette Camus qui était ma compagne et Jean-Claude Camus qui était son frère. Voilà. Et après, on s'est associés, on a fait Camus Coulier, etc. Alors, il se trouve que Jean-Claude Camus, je crois, avait créé un restaurant qui ne marchait pas. Oui, c'est-à-dire que moi j'étais imprimeur, donc je gagnais 2000 francs par mois, et lui, Annette et Jean-Claude, ils sortaient d'une expérience un peu malheureuse dans la restauration. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose, et donc on a pensé à organiser des spectacles. Je crois que c'était l'époque où les bals du samedi soir fleurissaient. Oui, absolument. On s'est fait la main justement sur quelques bals dans la région de Rouen, en Seine-Maritime, dans l'Eure, et donc après ces bals, parce qu'à l'époque, on faisait des bals et au milieu du bal, à minuit, il y avait un chanteur qui venait. Alors à l'époque, c'était Santiana qui vient de disparaître, là, malheureusement, il y a peu de temps. C'était Dave, il y avait des artistes comme ça, Frédéric François. Et donc, on a commencé par ça. Et puis le premier vrai spectacle, c'était, comme vous l'avez dit, sous chapiteau au parc de l'exposition, et c'était avec Johnny Hallyday. Et comment l'avoir convaincu Johnny de venir faire ce spectacle? Parce que Jean-Claude, il avait gardé quelques relations à Paris, et une de ces relations nous a mis en contact avec le manager de Johnny à l'époque. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'était un risque quand même, parce que financièrement, ça coûtait cher. Oui, ça coûtait cher, mais Johnny, ça faisait plusieurs années qu'il n'était pas passé à Rouen. Et Rouen, c'est une grande ville, mais c'est surtout une grande métropole. Il y a 500 000 habitants. Et on avait fait plus de 5000 personnes dans ce chapiteau. Donc, quand on a vu ça, on a continué. Après, on a acheté d'autres spectacles, enfin d'autres artistes à d'autres producteurs. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Mais comment est née l'idée au départ de vous lancer, Gilbert Coulier, dans ce métier ? Parce que Jean-Claude avait déjà été un peu dans ce métier, il avait été secrétaire d'artiste quelques années auparavant, et donc il avait gardé quelques contacts, et finalement c'était naturel de faire ça. Moi je m'intéressais beaucoup, j'étais imprimeur, mais je m'intéressais beaucoup à l'actualité musicale, j'écoutais beaucoup de disques, j'achetais beaucoup de revues à l'époque, les Salut les copains, etc. Et donc on s'est bien trouvé ensemble pour aller dans cette aventure. Oui, mais vous étiez des béotiens. Oui, mais ça a bien marché. Le premier a bien marché, donc ce qui nous a donné envie d'en faire d'autres. Et puis alors, vous avez ensuite développé votre entreprise avec Pascal Bernardin et des stars étrangères, ce qui n'était pas courant à l'époque, Gilbert Coulier. Absolument. Donc nous, on a commencé en 75 et en 77, moi j'ai rencontré Pascal.
Bernardin, et parce que je voulais organiser un spectacle status quo à Rouen. C'est lui qui faisait venir ce groupe. Et puis un jour dans son bureau, il a eu un problème avec un spectacle à Paris à la porte de Pantin, et il a été obligé d'annuler et obligé d'arrêter l'organisation de spectacle parce qu'on avait retiré la licence momentanément. Et donc je lui dis écoute, moi si tu veux on le fait ensemble. Donc ça a commencé comme ça, status quo, après ça a fait Tangerine Dream, après on a fait Supertramp, après ça a monté en gamme, on a été jusqu'à faire Bob Marley au Bourget, Madonna au Parc de Sceaux, les Rolling Stones et Michael Jackson au Parc des Princes. Donc je pense qu'on avait à l'époque entre Camus Coulier, donc Jean-Claude Camus et moi, et Zéro Production, la société qu'on avait montée avec Pascal Bernardin, on avait les plus grands français et les plus grands internationaux. Oui, mais il y a un spectacle au Parc de Sceaux, c'est pas simple à organiser, même, et surtout à l'époque où il n'y avait pas il n'y avait pas de problème de sécurité comme aujourd'hui, mais c'était pas simple quand même. Non, il y avait moins de problèmes de sécurité, mais ce qui était compliqué, c'est on avait fait 120 000 personnes payantes. Ça veut dire qu'il y avait au moins 130 000 dans le parc. Mais les gens, ils arrivent petit à petit. Mais quand ils sortent, tu as 130 000 personnes qui sortent en même temps. C'était ça la difficulté. La difficulté de rapatrier tous ces gens-là. Donc il y avait évidemment des bus spéciaux, des métros qu'on avait demandé qui restent ouverts jusqu'à 3 heures du matin au moins. Et donc la difficulté, c'était ça. C'était le flux des gens. Oui, et c'était les premiers grands spectacles. En même temps, personne ne l'avait fait avant vous à Paris, Gilbert Coulier. Non, parce qu'en fait, à Paris, il n'y avait pas de salle. Donc, il fallait aller. Nous, on a découvert le Parc de Sceaux, qui était un lieu magique, mais il y avait aussi, de temps en temps, il y avait l'hippodrome de Vincennes ou l'hippodrome de Longchamp, mais il n'y avait pas le Bercy, il n'y avait pas le Zénith, il n'y avait pas les grandes salles comme ça. Voilà. Et en plus, les artistes n'étaient pas toujours faciles. Bob Marley ou Michael Jackson, c'est pas facile à gérer. Non, c'est pas facile à gérer, mais bon, on y est arrivé quand même. Ils ont des demandes un peu spéciales, c'est vrai, mais bon, c'était notre job de faire ça, quoi. Donc. Alors, il se trouve que en plus, bon, ça, ce sont des grandes salles, et vous êtes né dans un lieu beaucoup plus petit, je crois quelques centaines d'habitants, La Chapelle-sur-Dun. Oui, je suis né à La Chapelle-sur-Dun, il doit y avoir 350 habitants, c'est près de Veules-les-Roses, enfin c'est près de Dieppe. En fait, la ville la plus grande c'est Dieppe, la plus proche c'est Dieppe. Et puis je suis à l'école à Bourville. Bourville, c'est le village de Bourville. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, il a pris ce pseudonyme parce que c'était là d'où il venait. Oui, absolument. Où sa mère s'était installée. Oui, Bourville, ça s'écrit le village, ça s'écrit 2 L-E à la fin. Oui. Et lui, il a enlevé le dernier L et le dernier E. Et il y a aussi le Val de la Haye, où vous avez grandi. Oui, parce que mes parents, ils ont déménagé. Mon père avait une charcuterie, donc et après on a déménagé au Val de la Haye. Au Val de la Haye, c'était dans les boucles de la Seine, à 10 km de Rouen. Et c'est pas très bien placé parce qu'on était juste en face toutes les usines chimiques de Grand Couronne, Petit Couronne, et ça sentait pas très bon à chaque fois. Et il y a un très grand auteur qui a vécu aussi là-bas, c'est Pierre Corneille. Oui, absolument. Il a vécu là-bas. Ouais. Alors, il se trouve que les jeunes années ont été difficiles parce qu'effectivement, bon, c'était une vie modeste, Gilbert Coulier. Oui. Ah ben moi, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, et en plus de ça, mon père qui était charcutier, ça avait une charcuterie, mais ça avait fait faillite, donc après il était ouvrier dans une usine, et c'est vrai que moi, quand j'ai eu 14 ans, normalement j'aurais pu poursuivre mes études, aller plus loin, mais mes parents n'avaient pas d'argent, il n'y avait pas de bourse à l'époque, et donc à 14 ans, j'ai arrêté l'école, dès que j'ai eu mon certificat d'études, et pour rentrer apprenti dans une imprimerie. Oui, au départ, vos copains vous étaient ajusteurs, ouvriers, absolument, et vous ne vouliez pas? Non, parce que, donc, comme je vous disais, au Val de la Haye, en face, il y avait les chantiers de Normandie, qui était une grande usine de fabrication de bateaux, de construction de bateaux. Et donc, tous les enfants du Val de la Haye, de mon âge, et leur projet, c'était d'être ajusteurs, chaudronniers. Donc, et moi, ça m'allait pas.
Et donc j'ai eu l'idée d'aller dans l'imprimerie parce que dans le village où j'habitais, il y avait quelqu'un qui était typographe et ça me plaisait bien ça. Et c'était encore une époque où l'imprimerie était au sommet de sa gloire. Oui, mais c'était l'imprimerie à l'ancienne, c'était avec les caractères, c'était le début de l'offset et c'était les caractères, c'était on mettait le typographe, c'est additionner les lettres pour faire des lignes, pour faire des pavés, pour faire des. Moi, je me souviens de France Soir où j'ai travaillé. Il y avait les typographes qui mettaient à toute allure les lettres pour le journal. Oui. Il y avait une odeur d'encre extraordinaire quand on imprimait ensuite le journal. Ah bah oui, moi j'avais vécu ça, oui, absolument. Et ça vous a appris quelque chose? Est-ce que ça vous a servi ensuite cette rigueur de travail dans votre métier, Gilbert Coulier? Oui, parce que en fait, moi, il fallait que je sois à 8h du matin à l'imprimerie jusqu'à 6h30 du soir, et on avait 1h30 pour manger, mais on faisait 8 ou 9 heures par jour. Et oui, ça apprend la rigueur, ça apprend. Alors que moi, à l'époque, même, quand j'avais 17 ans, 18 ans, j'aimais bien sortir. Je sortais dans les boîtes jusqu'à 3 heures du matin, mais à 8 heures, j'étais au bureau. J'étais à l'imprimerie. Convaincu que vous alliez faire autre chose, ou vous pensiez continuer dans ces univers? J'avais pas l'intention de rester dans l'imprimerie toute ma vie. Et puis, donc, j'ai eu cette chance de pouvoir aller dans le spectacle. Et bon, pour moi, c'est formidable parce que moi, j'ai toujours été passionné par le spectacle. Encore aujourd'hui, j'ai toujours la passion et je vis toujours un rêve éveillé. Exactement. Et ce rêve, on va l'évoquer à travers une autre date, le 26 septembre 1994. À tout de suite sur Sud Radio avec Gilbert Coulier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilbert Coulier, 50 ans de production de spectacles. On a évoqué vos débuts avec Johnny, avec Jean-Claude Camus, vos débuts de typographe. Et une date importante pour le 26 septembre 1994. Pour la première fois, Céline Dion chante à l'Olympia en français et en anglais. C'était début octobre. 26 septembre, la première. La première, oui, peut-être. Ouais. Et il se trouve que Céline Dion, ça a été un tournant dans votre carrière de producteur, Gilbert Coulier. Bien sûr, c'est un tournant parce que Céline Dion, j'ai fait sa connaissance bien avant ça, en fait. J'ai fait sa connaissance quand on a monté avec Michel Berger et Luc Plamondon, on a voulu monter Starmania, et Luc Plamondon, c'était en 87. Et Luc Plamondon avait pensé à Céline Dion pour le rôle de Marie-Jeanne. Et donc, il m'a mis en relation avec René Angelil. Donc, j'ai proposé à René. Et une semaine après, René me rappelle, il me dit non, parce que finalement, on a choisi d'aller... il y avait à l'époque le patron de Sony USA qui s'appelait Tommy Mottola, qui voulait investir sur Céline aux États-Unis. Et donc, il a choisi cette voie-là, il a bien fait. Mais ça m'a fait connaître René. Après, je suis allé voir Céline à Montréal pendant plusieurs fois. Eux, ils sont venus en France quand ils ont enregistré l'album Dion chante Plamondon. Et là, on a sympathisé, on est devenus amis. Et un jour, René, il m'a dit, quand Céline viendra en Europe chanter, ce sera toi qui organiseras les spectacles. Et effectivement, il y a eu un projet pour 3 Olympias fin septembre 94. Et donc, il m'a appelé et on a fait ces 3 spectacles qui ont été déterminants dans ma vie, mais aussi qui ont été déterminants dans la vie de Céline, quelque part, parce que grâce à ces 3 spectacles, grâce à sa présence à Paris, elle a pu, par l'intermédiaire de la maison de disques, parce qu'ils avaient la même maison de disques, elle a pu rencontrer Jean-Jacques Goldman. Et la rencontre Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, ça a donné après l'album 2, où il y a la chanson Pour que tu m'aimes encore. Et donc, de l'Olympia, après, on est passé au Zénith. Après, nous sommes passés à Bercy. Et en 1999, on a fait, avec Céline, deux soirs le Stade de France. Vous imaginiez qu'elle aurait cet impact au début, Gilbert Coulier?
Non, c'était pas imaginable. Alors oui, elle avait une voix formidable, mais elle avait un look, c'était pas possible, quoi. Même sur le spectacle à l'Olympia, elle n'était pas très bien habillée. Après ça c'est, elle a connu des gens autour d'elle qui ont changé le look, et puis son talent a fait le reste, hein, donc. Moi, je me souviens à mes débuts à Radio Monte-Carlo, elle venait avec sa mère, elle faisait son premier disque, oui. Ça ne marchait pas. On l'apprenait que dans les émissions pour enfants, parce qu'on pensait qu'elle était une chanteuse pour enfants. Ouais. Sa première télé, c'est Croque Vacances avec Claude Pierrard. Ouais. Et Drucker l'a découvert et l'a engagée dans Champs-Élysées. Et avant d'entrer en scène, on a dû la pousser parce qu'elle n'osait pas entrer en scène. Ouais, c'est fou. C'est fou, hein. Ouais. Mais elle avait quelque chose de plus. Et elle ne le mesurait peut-être pas à l'époque. Ouais. Et petit à petit, vous avez cru en elle, comme René Angéli a cru en elle. Oui, absolument. Ça a été un énorme travail, même en France, pour vous, pour convaincre les gens qu'elle avait ce talent. Oui, parce que quand on a fait les 3 premiers Olympias, mon épouse Nicole, elle voulait faire venir des personnalités, mais personne n'est venu. C'est-à-dire que les personnalités qu'il y avait ce soir-là, c'était Michel Drucker, c'était Monique Lomarcy, qui était la responsable de la programmation de RTL, mais c'est tout. Il y avait pas de gens connus. Personne. Elle était hors mode, elle était démodée, quoi, en fait, quelque part. Ouais. Mais en même temps, ça a fonctionné tout de suite. Oui, mais ça, c'est le génie de René Angélil qui l'a repéré aussi sur une cassette, je crois. Ah, oui, absolument. Oui. Et moi, je me souviens d'un dîner avec eux à Montréal en 88 avec Eddie Marnet, auteur de chant, qui était le premier à croire en elle aussi. Ah oui, absolument. Oui. Et ensuite, suivre une artiste comme ça, c'est un privilège pour vous aussi. Oui, bien sûr, c'est un privilège. On a passé des moments formidables avec René, avec Céline, et Céline était très amie avec Nicole, Nicole l'emmenait justement dans les magasins pour qu'elle s'habille bien, et donc on a vécu des moments formidables avec Céline, et moi j'en garde toujours un souvenir. Je peux pas l'oublier, ça, et j'ai toujours beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié pour elle. Oui, sa performance aux Jeux Olympiques a été exceptionnelle. Exceptionnelle, oui. Des gens ont osé dire qu'elle chantait en playback. Oui. Il y a toujours ce genre de réflexion. Alors, il se trouve aussi une chose très particulière, c'est que Céline Dion ne parle pas quand elle chante. Je crois que c'est exactement le principe des cantatrices. Régine Crespin ne parlait pas pendant les 3 jours qui précédaient un concert. Et un jour, vous avez assisté à une scène surréaliste avec Johnny. Oui, parce que avec Céline, elle aimait bien aller dîner dans certains restaurants. Elle aimait bien aller dîner à un restaurant près de mon bureau qui s'appelle le Tim Gatz, un restaurant de couscous, et donc on dînait là avec Céline, c'est 2 de ses sœurs. René n'était pas là, et puis mais c'était le jour où un jour elle ne parlait pas, donc elle faisait des signes, elle faisait des gestes comme ça pour se faire comprendre, mais elle ne parlait pas, donc nous on savait, donc il n'y avait pas de problème, sauf que qui arrive dans le restaurant? Johnny Hallyday. Et Johnny, Céline, ils s'embrassent et tout ça. Sauf que Céline ne lui parlait pas. Elle parlait à un moment, il vient me voir, il me dit, elle se fout de moi. Alors, il a fallu lui expliquer qu'elle économisait sa voix, expliquer ça à Johnny Hallyday qui ne l'économisait pas, lui. Donc, c'est compliqué. Alors, votre première télé, c'est quand même, parce que vous êtes discret, c'était les Victoires de la musique. Vous avez obtenu au 8e Victoire de la musique le prix du producteur de l'année. Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous n'imaginiez pas au départ, Gilbert Coulier. Non, c'était c'est un souvenir, un très bon souvenir aussi, et c'était une belle récompense pour moi, et vous êtes timide en montant sur scène recevoir le trophée. Oui, moi je suis pas, c'est la raison pour laquelle je suis discret, parce que je sais que je suis pas à l'aise, donc voilà, donc. Alors, il y a aussi quelqu'un d'autre que vous avez pas découvert, parce qu'il était déjà découvert, mais je crois qu'il vous doit beaucoup, c'est celui-ci. Casser la voix, casser la voix. Cette chanson a été écrite à La Rochelle après une nuit de déprime. Il savait pas quoi faire. Dans sa chambre d'hôtel, il a écrit « Casser la voix ». Et moi, je me souviens de Bruel dont personne ne voulait. Il avait joué une pièce avec Maria Pacôme et Odette Laure. On appelle Émilie. Il disait « Mais un jour, je réussirai ». Il n'était même pas certain de réussir. Et là, ça a été un déclic et vous étiez là.
Ouais. Non, mais Patrick, je l'ai connu bien avant Casser la voix, en fait. Je l'ai connu, il faisait la première partie de Patrick Sébastien. Oui. Et, comme Céline Dion, d'ailleurs. Oui, absolument, ouais. Et puis, donc, on a sympathisé à cette occasion. Et puis, donc, on s'est revus. Et il fallait il devait faire l'Olympia. Il a sorti un album. Et après, il faisait l'Olympia. C'était en 1987. Je crois que c'était 2, 3, 4 mai 1987. C'est 3 premiers Olympia. Et donc, c'est moi qui les ai produits. Et déjà, on sentait qu'il y avait une ferveur du public, une fanatisation quelque part. Mais ils n'étaient pas très nombreux à l'époque. Mais on avait fait quand même 3 Olympias complets. Et après, en 90, il sort cet album Casser la voix. Et là, ça a été la Bruelmania, ça a été une folie. Et comment vous avez vécu cette folie? Parce qu'on ne peut pas imaginer ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, parce que je crois que c'est plus, ça n'arrive plus. À ce point-là, les gens, ils le poursuivaient. Il y a eu cet événement. Un jour, il va déjeuner à la Pizza Pino sur les Champs-Élysées. Avec Arcadie, oui. Avec Arcadie. La Pizza Pino était cernée de centaines de personnes. Ils étaient prisonniers dans le restaurant. Et c'est vrai que même chaque soir, après les concerts, c'était des centaines de fans qui étaient à la sortie de la salle. C'était incroyable, quoi. Ça a duré, mais ça dure encore maintenant. Le succès de Patrick, il y a encore beaucoup de succès. Mais la Bruelmania, ça a duré au moins 3 ans et c'était incroyable, quoi. Vous l'avez vu monter en puissance dans les salles du jour au lendemain? Ah oui, du jour au lendemain, oui. Du jour au lendemain, dès qu'il y a eu l'album qui est sorti, Casser la voix, et puis après, Place des grands hommes, tout. En fait, il n'y avait pas qu'une chanson, il y avait que des tubes dans cet album. Et donc, quand on a fait le Zénith, on avait mis, je sais pas, 3 ou 4 jours de Zénith, mais après, on a rajouté, on n'arrêtait pas. Et comment ça s'explique? C'était, je sais pas, il y a eu une alchimie entre le public et lui. Le public, Patrick a fait des chansons qui parlaient au public et c'est mais maintenant c'est les enfants et les petits enfants des fans de l'époque qui viennent le voir encore. Et il était le premier surpris de ce succès, je crois. Ah oui, il était, c'était un tel succès que tu peux même pas imaginer. Donc même lui ne l'avait pas imaginé. Donc il l'avait sûrement souhaité, mais pas imaginé. Un autre jour important dans votre carrière, Gilbert Coulier, c'est le 2 septembre 2010. On en parle dans quelques instants avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilbert Coulier, 50 ans de carrière de production en coulisses. Vous parlez peu, mais aujourd'hui vous parlez, vous racontez ce parcours. Et dans vos dates, il y a le 2 septembre 2010, qui est le jour où vous avez signé un contrat avec Johnny. Ce sont des retrouvailles, je crois. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, entre Johnny et moi, c'est quand même un cordon ombilical, parce que le premier spectacle que j'ai organisé, c'était avec Johnny. Après, avec Jean-Claude Camus, nous sommes devenus producteurs de Johnny Hallyday. C'était en 79, je crois. Quand il a fait ses premiers grands shows à Pantin. Oui, absolument. Et donc, et de 79 à 91, c'était Camus Coulier, donc j'étais coproducteur avec Jean-Claude de Johnny. On s'est séparés avec Jean-Claude en 91, donc il y a eu un partage d'artistes. Jean-Claude est parti avec Johnny et Michel Sardou, moi je suis parti avec Patrick Bruel, justement, France Gall, Michel Berger, etc. Et après, donc, mais avec Johnny, on a toujours gardé des rapports très, très amicaux, on se voyait très souvent, tout ça. Donc, mais en 2010, Johnny a décidé de se séparer de Jean-Claude. Et donc, normalement, il se séparait pas pour aller chez moi. Il devait aller. On lui avait fait une offre. La station Europe 1 lui avait fait une offre pour le produire. Puis ça n'a pas marché. Et donc après, celui qui connaissait le mieux, c'était moi. Donc il m'a appelé pour qu'on travaille ensemble. Donc pour moi c'était une belle surprise. C'était formidable de retrouver Johnny, de retravailler avec Johnny. Donc oui. Voilà, c'était pour moi, c'est vrai que c'est une date importante. En plus, il n'a jamais cessé d'évoluer. Aznavour m'a dit un jour, Johnny c'est Berthe Silva, car il a évolué dans son répertoire. Oui, c'est vrai. Ouais. Et il avait toujours des idées folles qu'il fallait concrétiser.
Oui, oui, mais ça c'était Johnny, mais en même temps c'est des idées folles, mais c'est toujours réalisable, quoi. On n'imagine pas l'instinct de Johnny. Moi, je me souviens d'une répétition où il est venu une demi-heure voir ses musiciens. Il a donné 3 indications, il est reparti. Car il avait un sens très précis du spectacle. Ah oui, il avait ses idées bien précises, il savait ce qu'il voulait, et non, ça durait pas très longtemps, même les répétitions, il faisait pas des semaines de répétition, il savait ce qu'il voulait, il disait aux musiciens, voilà, je veux comme ça, et le spectacle était monté assez rapidement, oui. Ouais. Et puis il avait un Walkman, je me souviens, il apprenait ses textes et ses chansons avec le Walkman en l'écoutant sans arrêt. Mais en même temps, c'était quelqu'un de très timide, mais qui parlait beaucoup quand il était en confiance. Oui, absolument. Non, mais c'est vrai qu'il était très timide. Il était quand il connaissait pas les gens, il était d'une grande politesse. Oui. Il était très prévenant. Et c'était pas du tout un but de sa personne. C'était quelqu'un de foncièrement gentil. Oui, en même temps, il ne pouvait pas rester seul. C'est-à-dire que s'il voyait un film à 3 heures du matin, il fallait être là. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Oui, évidemment, mais bon, ça m'est pas arrivé souvent. Mais je crois que Jean-Claude Camus, ça lui est arrivé plus souvent, parce que moi, j'avais gardé quand même une certaine autonomie. Oui, car effectivement, vous faites partie de ceux qui défendaient les artistes, mais une fois que le spectacle est terminé, on passe à autre chose. C'est important pour vous. Oui, c'est vrai, mais en même temps, j'ai quand même la chance d'avoir à mes côtés mon épouse Nicole, qui conserve, quand il n'y a plus de tournée, elle conserve le lien avec les artistes. C'est fou, hein, parce que c'est aussi un travail presque de psychologue avec les artistes. Oui, non, mais c'est vrai qu'il faut être là quand ils ont besoin. Il faut peut-être même anticiper leurs demandes, mais c'est toujours des très belles aventures. Et puis on ne sait pas assez que Johnny avait beaucoup d'humour. Oui, c'est vrai qu'il avait beaucoup d'humour. Ouais, vous riez avec lui de temps en temps? Ah oui, il était taquin, oui, absolument. Ouais, il avait un truc favori, parce qu'il avait une cour dont il n'était pas dû au restaurant. La cour arrivait, commandait des plats les plus chers, et lui, avant la fin du dîner, il faisait un signe à son chauffeur pour aller soi-disant aux toilettes, il partait et il laissait l'addition aux autres. C'est arrivé. C'est arrivé, ce genre de choses. Mais en même temps, c'était un immense travailleur. Oui. Ouais. Et c'est quelqu'un qui demeure un cas unique dans votre parcours. Oui, comme on le disait tout à l'heure, c'était le premier artiste avec qui j'ai travaillé, et donc c'était une aventure du début à la fin quasiment. Hein, donc, oui, mais en même temps, à la fin, vous étiez encore là dans les dernières semaines. Oui. C'est-à-dire qu'il a tenu jusqu'au bout, c'est assez étonnant. Oui. Vous l'avez vu vraiment vouloir chanter jusqu'au bout. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, sa dernière tournée, c'était pas moi qui l'avais organisée, parce que c'est la tournée des Vieilles Canailles. Oui. Et dans cette tournée-là, c'est vrai qu'il tenait, mais je ne sais pas comment il tenait. Et d'ailleurs, il y avait l'oxygène derrière, mais il voulait absolument assurer son spectacle, aller jusqu'au bout. Alors, dans votre parcours, Gilbert Coulier, il y a eu Johnny, mais il y a eu Sardou aussi. Oui. Sardou aussi, juste après Johnny, il est venu vous rejoindre. Oui, absolument. Oui. Là, c'est autre chose. Oui, c'est-à-dire que Sardou, c'est un peu le même cas que Johnny. À un moment, ça allait plus avec Jean-Claude, donc il est revenu me voir, et donc on a retravaillé ensemble pendant 2 tournées. Ouais. Et là aussi, il faut être psychologue, parce que c'est quelqu'un de pas facile à gérer. Non, mais on se connaissait bien, parce que dans les années 80, moi, quand on était associé avec Jean-Claude, c'est moi qui faisais les tournées de Sardou. C'était moi au quotidien, j'étais avec lui, c'est moi qui conduisais la voiture. On a fait ça pendant des années. Donc, on se connaissait très bien. Donc, on n'a pas eu besoin d'apprendre à se connaître, parce qu'il y avait des automatismes qui étaient restés. Oui, mais c'était pas facile tous les jours, puisque à l'époque où il a fait Je suis pour ou Le Surveillant Général, ça n'a pas dû être facile pour vous à gérer en coulisses. Non, à l'époque, non. Je me rappelle, à Besançon, il y a une balle qui a traversé le pare-brise. À Toulouse, justement, les étudiants de Toulouse étaient très, très virulents, et
on était sous chapiteau à l'intérieur du parc des expositions et les manifestants ont incendié le chapiteau. Donc, comment on gère ça quand on est producteur? On a peur. Ouais, c'était comble. Alors il y avait les étudiants, il y avait des rangées de CRS et après il y avait notre sécurité, tout ça pour accéder au chapiteau. Donc c'était pathétique là. Ouais. Mais à chaque fois vous gardiez la force de faire ça. Ouais, c'est notre métier aussi. Il faut qu'on soit là. Hein. On est des remparts aussi par rapport aux artistes. Hein. Et il y a aussi quelqu'un d'autre, d'ailleurs à qui Johnny doit beaucoup, que vous avez bien connu. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Michel Berger. Alors effectivement, il y a eu Michel Berger vivant que vous avez connu, notamment avec Starmania. Oui, Michel Berger, pour moi, c'est là aussi il y a un cordon ombilical parce que Michel Berger, un jour, il m'a contacté pour travailler avec moi, mais pour que j'organise sa tournée. Il ne voulait pas faire de scène au début. Non, mais il voulait donc il m'a contacté pour travailler avec moi, mais pour lui, pour organiser sa tournée. Mais ce que j'ai compris après, c'est qu'il me mettait, en fait, il me testait. Sur sa tournée, il me testait pour que je fasse la tournée, voir si j'étais capable de faire la tournée de France Gall après. Oui. Et donc on a fait les tournées de France Gall et tout ça, et on a travaillé avec Michel pendant longtemps. C'est lui qui a voulu remonter Starmania en 1987 parce qu'il trouvait que le Starmania de 79 n'avait pas été assez abouti, enfin n'avait pas duré assez longtemps. Et donc malheureusement donc Michel est décédé le 3 août 92. Oui. Et donc moi j'étais à Paris et je suis descendu dans la nuit et à Ramatuelle, et France Gall elle me dit il faut que tu remontes à Paris parce que c'est toi qui vas organiser les obsèques. Donc j'ai organisé moi les obsèques de Michel Berger au cimetière de Montmartre et donc après dans l'après-midi même je redescendais à Saint-Tropez, à Ramatuelle, parce que c'était prévu que j'habite dans leur maison, j'avais loué leur maison. Oui. Et donc dans l'après-midi même je retourne à Ramatuelle, à Saint-Tropez, je croise des amis, ils me disent viens on va dîner ensemble, et moi j'avais pas envie de dîner, je venais d'enterrer Michel Berger, donc mais on va quand même dîner. Et après ils me disent viens on va au Cave du Roi, ça va te changer les idées. Et c'est ce soir-là, le 6 août 92, que j'ai rencontré Nicole, mon épouse. C'est extraordinaire comme histoire. Ouais. C'est pour ça que Michel Berger, pour moi, c'est... ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand je me suis séparé de Jean-Claude Camus, donc j'avais plus de bureau, en 91, donc le 1er avril 91, j'ai aménagé dans des bureaux que Michel Berger m'a sous-loués. Les bureaux que j'ai actuellement encore place Saint-Ferdinand, c'est les anciens bureaux de Michel Berger. Il m'a sous-loué une pièce, après il m'a sous-loué 2 pièces, après Michel Berger est décédé, j'ai récupéré tous les bureaux et je suis encore en ce moment dans les bureaux dans les ex-bureaux de Michel Berger. Il a vraiment inventé quelque chose. D'ailleurs, il y a une chose étonnante, c'est que le premier disque dont il a été le directeur artistique à ses débuts, c'était un disque de Bourvil, justement. Oui, absolument. Oui. Et il y a eu Dorothée aussi dans un genre de spectacle très différent. Alors Dorothée qui est une bête de scène comme elle-même n'imaginait pas. Oui, Dorothée, on a fait des centaines, parce que ça peut être des centaines de spectacles avec Dorothée, parce que rien qu'à Bercy, elle a fait 59 fois Bercy. 60 fois avec la surprise avec Julien Doré. Mais alors avec Jean-Luc Azoulay, on essaye de convaincre Dorothée de faire un 60e Bercy, parce que pour l'instant on est arrêté à 59. Donc elle a fait une chanson là avec Julien Doré, mais on voudrait qu'elle fasse un spectacle. Oui, en même temps, moi j'ai connu à ses débuts, elle ne voulait pas chanter au début. Non, elle devait dire des contes de Bernard Dimet que Bernard Dimet n'a jamais écrit. Je ne sais pas cette histoire. Et en fait, et c'est comme ça qu'est née Dorothée au Pays des Chansons. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'après 3 Bercy, elle est capable de servir le dîner à ses copains. Absolument. Comment mais il y a quelqu'un qui a été formidable aussi dans la carrière de Dorothée, c'est Jean-Luc Azoulay. Oui. Jean-Luc Azoulay, à l'époque, c'était AB, donc c'était Azoulay-Berda. Oui. Mais Jean-Luc Azoulay est resté
Claude Berda a arrêté AB Productions, Jean-Luc Azoulay est resté, et encore maintenant, il s'occupe toujours de Dorothée, il est toujours proche d'elle, il s'occupe de Hélène, de Elsa Esnou, c'est quelqu'un de très fidèle et très talentueux. Comme vous avec vos artistes, car il faut être fidèle avec ses artistes. Oui, absolument, j'essaye de l'être, je crois que... Mais les artistes, les artistes, ils sont là quelquefois, après ils partent, après ils reviennent. J'ai eu des expériences comme ça, donc des artistes qui sont partis puis qui sont revenus. Mais il y a des déceptions parfois, non? Oui, il y a des déceptions. Oui, franchement, j'en ai pas eu beaucoup. Un regret quand même, c'est mon temps que vous deviez produire à Bercy. Ouais, j'ai beaucoup de regrets parce que je pense souvent, quand je fais une rétrospective des 50 ans, je pense souvent aux artistes disparus. Parce que finalement, des artistes qui ont disparu, il y en a beaucoup. Beaucoup avec qui j'ai travaillé. Barbara, pour moi, ça a été un choc. C'était même une des 8 personnes à porter le cercueil de Barbara. Après, il y a eu Montand. On devait faire Bercy en mai 92. Il est mort le 9 novembre 91 sur le tournage d'un film de Benex. Et il y a eu beaucoup de gens. On avait vendu beaucoup de billets, beaucoup de gens qui ne se sont pas fait rembourser. Donc, il nous est resté de l'argent que j'ai donné à sa veuve, à Carole Amiel, qui elle-même l'a donné à une œuvre. Voilà, exactement. Et effectivement, ça aurait été un magnifique spectacle que vous n'avez pas fait, mais vous en avez fait d'autres. Et puis, il y a une date importante aussi, c'est le 28 mars 2005, qu'on va évoquer dans quelques instants sur Sud Radio avec Gilbert Coulier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilbert Coulier, producteur. Alors, on a évoqué vos 50 ans de carrière et justement, le 28 mars 2025 à Rouen, au Zénith de Rouen, vous êtes monté sur scène presque pour la première fois pour vos 50 ans de carrière, Gilbert Coulier. Oui, c'est vrai, parce que c'était un soir un peu particulier pour moi, parce que c'est vrai que 50 ans après, je me retrouvais à Rouen, au même endroit que le 28 mars 1975, quasiment, et sauf qu'à l'époque c'était sous chapiteau, et là on était au Zénith, et Gad Elmaleh, il m'a fait monter sur scène pour me dire au public c'est cette journée particulière pour moi, donc bon, j'ai dit quelques mots, oui, effectivement. Ouais. Oui, la lumière s'est rallumée dans la salle pour que tout le monde voit le public, et ça a été une ovation. Quand on voit les images, vous avez été fêté, c'est un moment émouvant quand même. Pour moi, c'était émouvant. J'ai remercié le public qui était là parce que j'étais content de faire cet anniversaire devant le public de Rouen, dans cette salle, et parce que je suis rouennais d'origine. J'étais content aussi que ce soit d'être avec Gad Elmaleh, qui est un ami très cher pour moi et qui m'a présenté d'une manière formidable. Donc c'était une belle soirée. Oui, en même temps, vous n'imaginiez pas, voici 50 ans, que vous seriez sur cette scène aujourd'hui, Gilbert Coulier. Non, c'est vrai que c'est un métier où tu peux très bien disparaître du jour au lendemain. C'est un métier. Le métier qu'on fait, c'est un casino perpétuel quand même. Tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Donc Dieu merci. Ça a plutôt été bien. Oui, mais en même temps, ce Zénith de Rouen, finalement, et c'est presque une revanche sur la vie, vous en avez été ou vous en êtes le responsable. Le responsable, non, mais en tout cas, j'ai toujours déploré qu'à Rouen, il n'y avait pas de salle. Quand j'ai commencé, c'était à Chapiteau, après c'était dans un hall du parc d'exposition, et effectivement, je me suis quand même battu pour qu'il y ait un Zénith à Rouen. Donc je suis allé voir à l'époque le maire du Havre, qui était Antoine Ruffnac, qui était président du conseil régional de Haute-Normandie. Je suis allé voir Laurent Fabius à plusieurs reprises, et peut-être que mon insistance a porté ses fruits. En tout cas, le Zénith a vu le jour. Et les humoristes comme Gad Elmaleh aussi, c'est devenu une de vos marques de fabrique, ce qui n'était pas évident au début, parce que les humoristes, ils ne remplissaient pas des zéniths au départ. Non, oui, c'est vrai, mais maintenant, il y a tout un public pour ces humoristes. Je travaille avec beaucoup Gad, mais je travaille aussi avec Danny Boone, que j'adore. Je travaille avec
Ahmed Silla, qui est quelqu'un de charmant. Je travaille avec Laurent Gérard, qui est parti justement. On parlait des gens qui partaient, mais Laurent Gérard qui est revenu. Avec Harry Habitant, que je défends toujours parce qu'il a eu des problèmes. Vous avez été l'un des rares à défendre quand il a été accusé. Il fallait le tenir à bout de bras. Oui, avec Manu Payet aussi. Je travaille avec... mais j'ai beaucoup... Redouane Bougueraba. Donc... L'humour est très porteur en ce moment et j'ai la chance de pouvoir travailler avec ces artistes-là qui sont des artistes formidables. Oui, Laurent Gérard, c'est un peu difficile parce que c'est saucisson avant et dîner ensuite. Oui, que c'est quelqu'un de très convivial et c'est vrai que... C'est vrai. Mais bon, c'est pas une punition non plus. Hein, non, j'imagine. Et puis, vous avez créé la surprise en produisant Gilbert Coulier, Section d'Assaut. Oui. Personne ne vous imaginait dans le rap et encore moins chez Gims. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai senti qu'il y avait cette musique qui n'était plus communautaire. Ça s'est étendu à nos enfants, à tous les enfants, enfin les têtes blondes comme les autres communautés. Et donc j'ai senti ça, et donc j'ai appris que Section d'Assaut se reformait. Je me suis positionné, j'ai fait une proposition. Cette proposition, elle est arrivée à Gims, et Gims, il a trouvé intéressante. Ah oui, c'est intéressant. Puis Coulier, je connais, c'est une marque. Et donc je suis allé rencontrer Gims à Marrakech, on s'est tapé dans la main et on a fait Section d'Assaut. Ce qui a enchaîné après, j'ai fait Gims et Dadju. Après, je produis tous les spectacles de Gims en ce moment. Je produis aussi les spectacles d'un autre rappeur qui s'appelle SCH, qui est quelqu'un de formidable. Donc, c'est pas ma génération, c'est pas tout à fait ma culture, mais on s'entend très bien et je suis très très heureux de travailler avec eux. Oui, et Gims, moi je l'ai reçu dans Les Clés d'une vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil, d'aussi timide, remerciant après le passage dans l'émission. C'est le contraire de l'image qu'il donne. Oui, absolument. Non, mais il est comme ça dans la vie, ça je vous le confirme. Et puis il a une voix exceptionnelle, il pourrait faire beaucoup de choses. Ah oui. Ouais. Et alors, il y a aussi des gens très différents. Francis Cabrel, on imagine mal Francis Cabrel dans votre écurie, et vous avez travaillé avec lui. Ouais, mais en même temps, Francis, vous savez, il a toujours voulu travailler. Tous ses producteurs de spectacles, c'était des gens de province. Au début, c'était quelqu'un du Sud-Ouest. Après, c'était 2 producteurs de la région de Lyon. Bon. Et puis, quand il a voulu changer de producteur, il a pensé à moi, son épouse, Mariette, a pensé à moi, et parce que, on se croisait, on s'est croisés quelques fois, et puis ils ont bien senti que j'étais resté très provincial, en fait, quelque part. Moi, je suis toujours resté attaché à mes racines normandes, et donc, je suis pas... voilà, en tout cas, ils ont fait appel à moi, et on s'entend très très bien. Je suis très très heureux de travailler avec Francis Cabrel, qui est vraiment une icône de la chanson française, quoi. Oui, et dans ce monde où justement il y a beaucoup de groupes, vous restez un artisan, Gilbert Coulier. Oui, parce que maintenant, avant, nous étions que des artisans. C'était, il y avait, on était 3-4 concurrents, mais c'était des artisans. Maintenant, on a les maisons de disques qui produisent des spectacles. On a des grands groupes comme Lagardère qui produisent des spectacles. Et c'est vrai que ça c'est plus les grands groupes que les artisans qui comme moi. Mais moi, j'ai voulu rester... on fait un métier d'artisan. Nous, on défend l'intérêt des artistes comme nos propres intérêts. Et moi, encore maintenant, je discute le prix du semi-remorque, le prix du bus et le salaire des musiciens. Alors que dans les grandes sociétés, c'est des employés qui n'ont pas tout à fait la même valeur de l'argent que nous, on peut l'avoir. C'est-à-dire, ils cherchent à faire leur budget pour l'année, et puis il faut avoir... Oui, voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, ça marche bien comme ça, mais moi, je suis très, très heureux d'avoir gardé un petit côté artisanal. Oui, puis vous avez, Gilbert Coulier, une culture artistique, ce qui n'est plus si fréquent aujourd'hui. Peut-être. Moi, je me souviens, on m'a raconté il y a quelques années, il y a pas longtemps, le centenaire de Mouloudji doit être fêté chez Universal. Ouais. Tous les directeurs artistiques ou présumés tels sont là. On demande est-ce que quelqu'un connaît Mouloudji? Grand silence. Et il y a une main qui se lève au fond et qui dit le métèque.
Donc, c'est authentique. Ah oui, c'est incroyable ça. Eh oui. Alors, il se trouve que tout le hit parade, tout le top 50 a pratiquement défilé dans votre maison de production. Vous avez travaillé aussi bien avec Lama qu'avec Patrick Fiori, qu'avec beaucoup d'autres. Oui, oui, bien sûr. Oui. Je travaille avec Serge Lama, que j'adore et qu'on travaille. C'est pas qu'on travaille plus ensemble. On est toujours en contact très souvent et tout ça. C'est que il veut plus monter sur scène parce que il estime qu'il n'a plus la capacité de se montrer sur scène parce qu'il a du mal à marcher et tout ça. Donc, et Serge, ça fait partie de ces très 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 grands de la chanson française et que j'ai eu la chance de côtoyer, ouais. Et Henri Salvador aussi, que vous avez retrouvé quand personne n'y croyait. Moi, je me souviens, avant la sortie de sa chanson Jardin d'hiver, ouais. Il voulait faire une émission de télévision, les portes se fermaient. Ouais, ouais. Non, mais Henri Salvador, vous savez, tous ces artistes-là, Henri Salvador, Yves Montand, Barbara, Gilbert Bécaud, avec qui j'ai travaillé, mais il y a un point commun. C'est tous ces artistes-là, il avait un impresario, parce qu'on n'appelait pas ça manager, qui s'appelait Charles Marouani. Et Charles Marouani, dès qu'un de ces artistes-là voulait chanter, il me le présentait. Donc c'est comme ça aussi que ça s'est fait. Et je dois beaucoup à Monsieur Charles Marouani. Oui, qui a travaillé avec Brel, qui a travaillé avec Barbara, avec tous les grands, et qui à chaque fois avait cette relation de confiance que vous avez établie. Parce qu'il y a les rapports professionnels et il y a la relation de confiance que vous devez conserver. Bien sûr, c'est pas toujours simple, ça. Non, mais c'est aussi des raisons pour lesquelles ils me font confiance parce qu'ils savent que les comptes sont justes, il n'y a pas de magouille, c'est assez bon, c'est clean, quoi. Exactement. Puis il y a eu le théâtre aussi, car vous êtes lancé dans l'aventure du théâtre avec Jean-Paul Belmondo dans Cyrano de Bergerac. Oui, c'est un grand souvenir parce qu'avec Jean-Paul, on avait fait Cyrano de Bergerac au théâtre Marigny, et puis après on l'a fait en tournée. On est même allé au Japon avec Jean-Paul, avec Cyrano, et quand je rencontrais Jean-Paul ces dernières années, son meilleur souvenir de théâtre, c'est Cyrano au Japon, bizarrement. Comment vous êtes arrivé à travailler avec Belmondo alors que d'habitude ce sont plutôt des chanteurs? Ouais, c'est le hasard des rencontres. J'ai travaillé aussi, j'ai produit des pièces aussi avec Alain Delon. J'ai produit Variations énigmatiques et puis Les Montagnes Rues. J'ai produit aussi avec Isabelle Adjani, la Dame aux Camélias, et beaucoup de pièces avec Christian Clavier. Donc ça, c'est un peu les hasards de rencontres. En même temps, vous travaillez en famille. Je crois que votre fils Nicolas travaille avec vous parce que ça reste plus que jamais une affaire de famille. C'est-à-dire, oui, Nicolas, il a travaillé avec moi. Maintenant, il s'est envolé. Il est dans une autre société de production de spectacles. Mais effectivement, c'est quelqu'un de très talentueux, qui a été à l'école Jean-Claude Camus, à l'école Gilbert Coulier. Maintenant, il vole de ses propres ailes et c'est très bien pour lui. En 50 ans, le spectacle a beaucoup évolué, Gilbert Coulier. Oui, oui, bien sûr, oui, ça a beaucoup évolué. En même temps, ça a beaucoup évolué, mais les rapports avec les artistes restent les mêmes. On a toujours des rapports de confiance. Quand on parlait tout à l'heure de Gims, des rappeurs, c'est une autre génération, c'est une autre culture, mais quand même, c'est toujours des très très bons rapports. Après, bon, maintenant il y a une escalade de moyens techniques. Maintenant, il faut une profusion de vidéos, d'éclairage, et bon, ça c'est l'évolution. Il faut la suivre, cette évolution. Oui, il faut la suivre, bien sûr. Ouais. Mais aussi les artistes, ils nous forcent à la suivre parce qu'ils disent non, moi je veux ça, et puis voilà, c'est comme ça aussi que ça se passe. En même temps, c'est quand même un métier à risque. Vous l'avez dit. Est-ce que quelquefois vous avez eu peur de tout perdre un jour ou l'autre, Gilbert Coulier? J'ai quand même eu la chance d'avoir été
préserver des échecs, de gros échecs. Enfin, on a tous eu des échecs, mais j'ai pas eu de catastrophe financière. Que l'image du producteur qu'on voit dans les films des années 50, c'est pas du tout celle que vous représentez. Ce sont des gens où l'argent ne compte pas, on fait un peu n'importe quoi. Alors c'est le contraire de votre image. Oui, non, mais c'est-à-dire que l'argent compte pour... moi, si j'ai un artiste qui vient me voir, j'ai envie que lui aussi il soit content d'être venu me voir et qu'à l'arrivée, il ait la récompense de ses efforts et qu'il ait des cachets... Des cachets plutôt bien pour eux. Et l'avenir, justement, est-ce que vous sentez qu'il y a une nouvelle génération d'artistes et que des choses vont encore évoluer ? Nouvelle génération d'artistes, là on a beaucoup de nouvelles générations à la fois dans l'humour et à la fois dans la musique. T'as beaucoup d'artistes qui sont issus d'autres communautés, black, beurre, tout ça. Donc dans les humoristes, il y a beaucoup d'artistes comme ça aussi maintenant, et dans les chanteurs aussi. Mais ça c'est normal, c'est l'évolution de la démographie, et ça me paraît logique. Et donc, mais le métier, moi, j'ai pas l'impression que notre métier a changé beaucoup. Je le fais toujours de la même manière, et puis ça se passe bien. Et votre avenir ? Mon avenir, la limite d'âge, elle te fixe une barrière, hein, donc. Oui, mais enfin, on peut continuer toute sa vie. La retraite n'est qu'un 20 mots dans ces cas-là. Oui, mais il faut qu'on ait toujours la passion, je l'ai, ça c'est sûr. Oui. Après c'est est-ce qu'on serait toujours en bonne santé? Est-ce que bonne santé physique, bonne santé mentale? J'espère que oui. Mais bon, en tout cas, j'espère que je serai encore là dans 10 ans. Eh bien, écoutez, on en reparlera dans les Clés d'une vie dans 10 ans. Voilà. Merci Gilbert Coulier et bon anniversaire. Merci beaucoup. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.